Bonjour. Donc, vous assistez donc à la dernière séance de ce printemps de l'économie, une session organisée par les économistes atterrés. Je remercie Pierre-Pascal Boulanger de nous avoir invités. Et donc, on va parler de transition écologique, transition sociale. Donc, comme vous savez tous, l'humanité est confrontée à un défi énorme. Il faut très rapidement passer à une économie décarbonée. Il faut très rapidement diminuer notre empreinte sur la nature. Et donc, on va se poser là deux questions. La première question, c'est est-ce que cette transformation est possible dans le système capitaliste tel qu'il existe? Marx disait « le capitalisme épuise la nature et le travailleur ». Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser les bienfaits du capitalisme pour cette transformation? Donc c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que la transition écologique est compatible avec les entreprises telles qu'elles fonctionnent, avec leurs objectifs de profit et de croissance? Est-ce qu'il y a une alternative? Et donc pour répondre, on va d'abord se tourner vers Gilles Retillon, qui est professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre et qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Le climat et la fin du monde ». Donc Gilles, tu as la parole pour 5 minutes. Oui, c'est le climat et la fin du mois. La fin du monde, on verra après. Excuse-moi. C'est pas grave. Bien, alors tout d'abord, je partirai d'un constat qui est une contradiction entre, d'un côté, la prise de conscience qui semble monter dans tous les domaines, dans les institutions, chez les politiques, dans le public, etc., et qui montre que les enjeux climatiques et plus généralement les enjeux environnementaux sont un problème pour la société. Et puis, d'autre part, le fait que les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître au niveau global. Donc, malgré toutes les actions qui sont entreprises, toutes les déclarations d'intention, c'est clair qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Et donc, effectivement, comme le disait Henri, il y a nécessité de réagir très vite si on veut enfin infléchir un peu la trajectoire. Alors, la question qui se pose, effectivement, dans un premier temps, c'est est-ce que c'est possible dans la situation actuelle, c'est-à-dire dans le régime capitaliste tel qu'il est aujourd'hui? Alors, pour moi, la réponse est totalement claire, hein, c'est non. C'est totalement impossible dans un système capitaliste. Alors pourquoi c'est impossible dans le système capitaliste? Tout simplement parce que c'est le capitalisme, avec effectivement l'épuisement des ressources et des travailleurs, qui nous a mis dans cette situation et qui continue à nous enfoncer dans la même situation. Je vous conseille de lire un ouvrage tout à fait intéressant de Andreas Malm qui s'appelle « L'Anthropocène contre l'histoire », dans lequel il montre bien que c'est au moment où les dirigeants de la classe britannique ont décidé de se lancer dans l'énergie fossile, ont mis le charbon en action pour pouvoir développer la production, et ils l'ont fait, chose tout à fait intéressante, non pas pour des raisons de coût, parce que c'était plus efficace et plus rentable, mais d'abord pour des raisons de discipline de la force de travail, pour contraindre les travailleurs à effectivement devenir ce que le capitalisme a besoin, c'est-à-dire des travailleurs libres, obligés de s'employer pour pouvoir simplement gagner leur vie. Et ce passage de l'énergie finalement du vent et de l'eau qui étaient avant les énergies principales utilisées dans la production industrielle, remplacées par le charbon, puis ensuite par le pétrole, ça a été le début finalement des émissions de gaz à effet de serre dont 200 ans plus tard, on a vu de façon maintenant totalement évidente et indiscutable les effets totalement négatifs sur l'homme et la nature de manière générale, avec les conséquences dont maintenant on est tous plus ou moins avertis par les rapports du GIEC successifs qui sont de plus en plus catastrophiques à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition. Alors, de ce point de vue-là, imaginez que le capitalisme va cesser miraculeusement d'exploiter la nature, de pomper dans les ressources, de demander aux travailleurs finalement de réduire leur emprise, c'est totalement inimaginable. Il est clair que ça ne se fera pas. Le capitalisme, dès qu'il a une activité de rentabilité, il la saisit et il transforme, quand c'est rentable, la chose en marchandise. Et ce faisant, on a les conséquences aujourd'hui. On peut le dire d'une façon simple, tant qu'extraire un baril de pétrole, qu'émettre une tonne de CO2 ou que licencier un ouvrier sera rentable, eh bien ça se fera. Le baril sera extrait, le pétrole la tonne de carbone sera émise et le travailleur sera licencié.
Et c'est l'histoire du scorpion qui est sur le dos de la grenouille et qui le pique au milieu de la rivière en lui disant « je ne peux pas m'en empêcher, c'est ma nature ». Le capitalisme doit faire du profit, pour ça il est obligé de chercher toutes les occasions possibles pour le faire, et ce faisant, eh bien, il nous entraîne dans la situation où nous sommes. Alors, un mot pour dire quand même qu'est-ce que c'est le capitalisme, parce que souvent on accole des adjectifs au capitalisme financiarisé, il y en a plein qui ont fleuri ces temps-ci, Robert Boyer par exemple parle de capitalisme de plateforme, on parle aussi de capitalisme de surveillance, ou capitalisme de fossile, etc., etc. Il y a plein d'adjectifs au capitalisme. Je ne fais pas référence à ça. Pour moi, le capitalisme, il existe depuis, disons, enfin, il existe depuis fort longtemps. Il a été monté en puissance à partir du XVe siècle. Hein. Mais disons, sous la forme achevée qu'il a prise à partir du XIXe, c'est fondamentalement un rapport social très particulier. C'est un rapport social qui consiste à ce qu'une minorité d'individus possède des moyens de production et contrôle par ces moyens de production la production qui s'en déduit, obligeant ce faisant le reste de la population qui ne possède rien à devenir ce qu'on appelle des travailleurs libres, c'est-à-dire qu'en fait la seule liberté qu'ils ont, c'est de trouver un emploi auprès des capitalistes qui veulent bien leur donner. Ce faisant, ce rapport social particulier qu'on appelle le capitalisme, tant qu'il perdurera, tant que ce seront les donneurs d'ordre qui contrôlent les moyens de production et qui décident ce qu'il y a à produire, eh bien, on sera dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, dans ce système-là, peu importe ce que l'on produit, la seule condition, c'est que ce soit rentable, c'est que ça puisse devenir une marchandise qui soit vendue sur un marché. Ce n'est pas l'utilité sociale qui compte, ce n'est pas l'utilité collective, à quoi pourraient servir les biens produits. Si ça ne sert à rien, prenons au hasard un exemple des sous-marins, par exemple, eh bien, on les fera. Si on ne les vend pas, ce sera un échec. Mais ce sera un échec qu'on reproduira ensuite dans d'autres biens en espérant que cette fois-ci, ça marchera. Il y a une contrainte, il y a une première décision de production qui est prise par une minorité de gens. Le reste n'a qu'à dire amen et à s'engager pour pouvoir le produire. Et ensuite, il faut vendre ce qui a été produit, peu importe à quoi ça puisse servir, et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il y a des budgets publicitaires colossaux. Le budget mondial de la publicité, c'est 700 milliards de dollars. Il est programmé pour 2025 à 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on est obligé d'investir des sommes considérables pour convaincre les gens d'acheter des produits qui, pour une grande part d'entre eux, ne servent à rien. Et donc, évidemment, tant qu'on sera dans cette logique complètement mortifère, on continuera à produire des choses. Alors, je vais donner un exemple. Prenons l'élevage de visons, par exemple, une niche tout à fait intéressante qui fait que vous savez que les produits du luxe sont des produits qui aujourd'hui sont encore très très demandés parce que justement la petite minorité qui s'enrichit dans ce système ne sait plus quoi faire de son argent et le dépense un peu dans des produits de cette nature-là. Eh bien, on élève des visons. Pour des raisons d'ailleurs, en l'occurrence, pourquoi on fait de l'élevage? Parce qu'on s'est aperçu que les visons sauvages, ils transmettaient des maladies et que le Covid nous a un peu guéris de choper des maladies à partir de zoonoses qui seraient développées de cette façon-là. Donc on va élever les visons dans des espaces clos. C'est très rentable. Les gens sont prêts à s'appeler ça très cher. Bah, évidemment. Et en plus, ça crée de l'emploi. Donc les travailleurs qui vont travailler dans le vison, ils sont même capables de défendre leur emploi pour pouvoir justifier effectivement des revenus qui sont nécessaires pour eux pour vivre. Donc on a un système complètement délirant où on emploierait des gens à faire des produits qui ne servent strictement à rien, qui sont même au contraire très négatifs pour les visons en l'occurrence, mais aussi pour la nature parce qu'ils sont faits dans des conditions tout à fait déplorables. Et on peut multiplier les exemples. Les SUV, par exemple, pour prendre un autre exemple, on fait des SUV qui consomment énormément, qui utilisent énormément de matière, qui utilisent des produits rares, qui sont totalement inutiles pour se déplacer si l'objectif fondamental c'est de se déplacer pour faire des activités intéressantes. Donc la décision de produire des SUV est prise uniquement pour pouvoir vendre un produit à une niche de personnes qui ont les moyens d'acheter des SUV et qui entretiennent le système. Donc tant qu'on sera dans ce système mortifère, ma réponse est totalement claire, il est impossible, strictement impossible d'imaginer qu'on puisse faire une transition écologique un peu sérieuse. Et d'ailleurs, de fait, elle ne se fait pas. Ce n'est pas un hasard si les gaz à effet de serre continuent à croître comme ils le font aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'on pourra reparler après
des conséquences qu'on peut tirer de ce constat qui n'est pas un constat très réjouissant, je vous l'accorde. Bon, eh bien, on va chercher un constat plus réjouissant chez Kathleen Schubert. Donc, Kathleen Schubert est professeure à Paris 1 et elle a publié récemment avec Fanny Henriet un fascicule qui s'appelle « La transition énergétique Objectif Zen » que vous pouvez avoir gratuitement sur Internet. Et donc, on va lui poser la question, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre le dynamisme de l'économie, du capitalisme au service de la transition écologique avec un système ad hoc de taxes et avec l'espoir qu'on aura des innovations technologiques que le capitalisme est capable d'inventer. Merci. À vrai dire, je ne sais pas si je vais être tellement plus réjouissante parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Parce qu'il faut bien constater en fait que les efforts qu'on fait actuellement en matière de politique climatique sont très loin d'être suffisants et je n'ai pas la moindre idée de savoir si un jour on va accélérer le rythme. Mais j'ai quand même un point de vue un peu différent. C'est-à-dire que je pense que la façon dont l'homme s'est développé, ça a toujours consisté à prendre les ressources naturelles, à produire, à consommer et à jeter les déchets, les poubelles dans la nature. Les Romains, l'Empire romain a déforesté la Sicile, donc l'Empire romain c'est il y a longtemps, c'était bien avant le capitalisme financiarisé d'aujourd'hui. Donc on a fait comme ça en fait, on a coupé les forêts, c'est ce que Boulding, qui est un économiste écologie des années 60, appelle l'économie du cow-boy, donc le cow-boy qui arrive sur la côte est des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son chariot, il prend son fusil, il va vers l'ouest, il coupe les forêts au passage, il tue les bisons, les Indiens aussi, en passant, et il a développé le pays, vous voyez, au détriment de la nature, en fait. Et ça, c'est pas le capitalisme, c'est un moyen, c'est la façon dont on s'est développé, en fait. Donc, je ne dis pas que le mode de production capitaliste qui est né au moment de la révolution industrielle a facilité les choses. Au contraire, parce qu'il a évidemment exacerber les problèmes, parce que l'utilisation des énergies fossiles, en particulier du charbon, qu'il a initié, a complètement façonné nos économies, qui sont extrêmement dépendantes de l'énergie, mais a même façonné notre civilisation, a façonné nos villes, par exemple. L'étalement urbain aux États-Unis, c'est vraiment parce qu'on a une essence pas chère et qu'on peut se promener et qu'on peut aller habiter loin en voiture. Donc, et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc, l'énergie pas chère et abondante qu'on a connue à partir du moment où on a su utiliser les énergies fossiles a vraiment façonné l'économie et même la civilisation, je pense. Et du coup, il y a des intérêts extrêmement puissants qui empêchent de sortir de ça. Bon, des intérêts industriels de façon claire, mais aussi du point de vue des ménages, des modes de vie qui sont associés à cette utilisation de l'énergie bon marché et tout ce qui va avec, et dont il est difficile de sortir et dont il n'y a peut-être pas forcément d'ailleurs un support social pour changer. C'est ce que disait Gilles, les gens ont conscience qu'il y a un gros problème avec le changement climatique, mais la volonté d'agir est beaucoup moins importante. Donc je pense, dans cette perspective, je pense qu'effectivement, la politique économique est indispensable. Il y a beaucoup de choses qui sont indispensables. Il y a le fait que les ONG doivent se mobiliser pour faire changer les choses, pour avertir des dangers, le fait que les normes sociales doivent évoluer par divers moyens, et le fait aussi que la politique économique doit se mobiliser. Alors, est-ce qu'elle va réussir? Je n'en sais rien. Vous voyez, donc, mais ceci dit, je pense que si on essaye de serrer un peu l'ordre des problèmes, je pense qu'on sera frappé par le changement climatique si on ne fait rien, bien plus tôt que ce qu'on sera capable de sortir du capitalisme. D'un point de vue extrêmement pragmatique, je pense qu'il faut essayer de lutter contre le changement climatique avant de se poser la question de savoir si on peut sortir du capitalisme, parce que ça, c'est pas pour demain. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Bien, donc maintenant on va se tourner vers Hélène Torgeman, qui donc est enseignante à Paris 13, sauf si Paris 13 a changé de nom. Oui. Je crois que ça s'appelle Paris-Nord-Sorbonne, quelque chose comme ça. Sorbonne Paris-Nord. Sorbonne Paris-Nord, et donc qui a écrit l'ouvrage
la croissance verte contre la nature. Est-ce qu'il est possible de sortir de cette catastrophe, si on peut dire, que nous croissons, mais au détriment de notre environnement? Alors juste, je voudrais rebondir sur une petite chose que vous avez dit, Kathleen Schubert, sur cette frontière, sur le fait que ça serait dans la nature humaine de toujours tout dévaster. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas eu le besoin de dévaster l'environnement. Alors je suis d'accord, c'est pas que le capitalisme, puisqu'effectivement les Romains, pour les besoins de la guerre, avaient besoin donc d'une industrie navale et ont détruit les forêts pour construire des bateaux pour aller faire la guerre pour les besoins de l'Empire. Mais sinon, on a quand même beaucoup de sociétés dans l'histoire qui nous donnent des exemples de vie plutôt harmonieuse avec la nature et qui ne se sont pas sentis obligés de tout dévaster sur leur passage. C'est juste un petit point de... Alors, sur le capitalisme, je serais d'accord avec Gilles Rotillon. Je ne pense pas qu'on puisse répondre aux enjeux actuels dans le système capitaliste pour une raison logique, même très simple. C'est le système capitaliste industriel, donc qui date effectivement de fin 18e, début 19e, qui nous a menés dans l'impasse. Et donc chercher des réponses dans le système qui nous a menés là où nous sommes, ça me semble être une erreur logique même. Il faut chercher ailleurs. Alors mon hypothèse de départ dans ce livre, c'est de dire que le capitalisme industriel marche sur deux piliers, sur deux pieds, que sont le marché en tant qu'institution et la technique, le phénomène technique, le développement technologique. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la croissance verte, le Green New Deal, ce capitalisme vert que les gouvernants appellent de leur vœu, sont fondés justement sur la recherche de solutions marchandes et techniques. Et du coup, il me semble que c'est un contresens historique que de vouloir chercher des réponses dans les raisons mêmes du problème. Alors au niveau marchand, c'est assez déjà étudié, on sait bien, donc j'irai très vite. On observe depuis plusieurs décennies une extension du domaine des marchés. On voit effectivement les services à la personne qui ont remplacé les relations familiales ou de voisinage, le marché de la santé. On a des marchés de gènes, de matériel génétique entre guillemets, de carbone, de services écosystémiques. Donc on a vraiment une extension du domaine des marchés qui est très claire et dans la mesure où l'extension du domaine des marchés a conduit à nous mener là où nous sommes, je ne pense pas que ça soit une bonne évolution. Ça, c'est assez connu et discuté. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur la problématique de la technique, dans la mesure où c'est une problématique qui est un peu un point aveugle de la théorie économique standard. Je m'explique. L'aspect technique ou technologique dans la théorie standard et économique est appréhendé que du point de vue purement quantitatif, par exemple le nombre de brevets, etc. Et donc, plus d'innovation, c'est toujours mieux que moins. On ne se pose jamais la question du contenu de l'innovation, du type de technologie qu'on développe, parce que on a cette croyance très profondément ancrée que la technique est neutre et que tout dépend des usages qu'on en fait. Or, c'est quelque chose contre lesquels, personnellement, je m'élève, mais encore une fois, je ne suis pas la seule. Il y a pas mal de penseurs de la technique qui remettent en question ce postulat. Penser à la manière dont la voiture, quand elle est arrivée dans nos sociétés, a changé nos vies. Penser comme le numérique, aujourd'hui, change nos vies. La technique, potentiellement, pas toutes les techniques de tout en tout lieu, mais potentiellement est de nature à transformer profondément nos conditions d'existence, les rapports sociaux et les rapports qu'on a avec la nature. Ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est que la puissance des techniques que l'on appelle aujourd'hui pour résoudre les problèmes, cette puissance est telle qu'à mon sens, elle ne laisse présager que de futures destructions, parce qu'on va agir de manière encore plus intrusive dans la nature. Alors, on voit ça dans un nouveau paradigme technoscientifique qui se développe depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle la convergence NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie,
I pour sciences de l'information et C pour sens de la cognition. J'irai très vite, j'ai pas le temps vraiment de développer, mais c'est en gros des chercheurs de toutes ces disciplines qui se sont rendus compte qu'il y avait des fertilisations croisées et qui avaient des potentiels de développement technologique absolument phénoménaux. Ils se sont rendus compte de ça il y a 20 ans, et effectivement depuis, ça se développe dans des tas de domaines différents qui donnent naissance à toutes les technologies qui forment le cœur de la concurrence technologique internationale aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, etc. On va voir toute une série de techniques surpuissantes se développer. J'en donne juste 2 exemples. Donc avec juste une chose, des fondements transhumanistes, c'est-à-dire augmenter les performances de l'homme grâce à la technique. Donc on pense augmenter les performances de l'homme par exemple grâce à la manipulation génétique, ce qu'on a, les nouvelles biotechnologies qu'on appelle la biologie de synthèse en particulier. Ces nouvelles techniques sont capables de créer des nouveaux micro-organismes qui n'ont jamais existé dans la nature. On pense à créer même des nouveaux organismes ou à déséteindre des organismes qui ont disparu mais qu'on pourrait ramener à la vie, comme le mammouth laineux par exemple. Il y a tout un programme de recherche là-dessus. On a des techniques qui nous permettent de faire disparaître des espèces sauvages qui nous embêtent, par exemple les moustiques, comme ça il n'y aurait plus le paludisme, soi-disant. On va aussi faire des recherches de manipulation génétique massive sur certaines variétés végétales pour rendre, ouvrez les guillemets, la photosynthèse plus efficace, fermez les guillemets, comme si la photosynthèse, qui quand même est un processus qui permet qu'il y ait de la vie sur Terre, n'était pas assez efficace. Et maintenant, on s'attaque à l'espace. On va coloniser l'espace. Il y a des scientifiques qui veulent, et des politiciens, qui veulent terraformer Mars. Terraformer Mars, ça veut dire créer une atmosphère artificielle sur Mars pour permettre d'y habiter, ou en tout cas pas d'y habiter, mais en tout cas d'exploiter les ressources minières qu'il y a sur Mars, parce que toutes nos nouvelles technologies demandent énormément de minerais, et on prévoit déjà l'épuisement des minerais sur Terre. Donc on prévoit déjà d'aller extraire des minerais sur la Lune et sur Mars. Donc la fuite en avant continue de plus belle, on ne s'arrête pas, on est toujours dans l'extractivisme forcené, et il me semble que ce fondement technologique, technique, et cette surpuissance prométhéenne ne nous mène qu'à l'abîme. Et en plus, ça dévoile une position extrêmement anthropocentrique de l'être humain dans la nature, et ça c'est vrai, c'est depuis l'ère moderne. Descartes disait l'homme comme maître et possesseur de la nature. On est toujours dans ce schéma-là, plus que jamais, mais il me semble que c'est ce schéma-là qu'il faut profondément interroger. La nature n'est pas à notre service, nous ne sommes pas au service de la nature non plus, mais nous en faisons partie, et c'est une proximité et une harmonie et une convivialité avec elle que nous devons retrouver, et c'est pas en allant sur Mars à extraire des minéraux ou à aller explorer les grands fonds marins, comme le propose Macron dans son dernier plan de relance, que nous pourrons stopper la catastrophe. Voilà. Merci. Donc on a le choix entre 3 scénarios. Le premier, c'est on va faire confiance aux capitalistes et aux techniciens pour découvrir des innovations de rupture qui vont nous permettre de continuer comme avant, en se débarrassant des contraintes écologiques grâce au progrès technique. On a ceux qui ont écouté Macron cette semaine ont vu un exemple tout à fait typique. Donc c'est un premier scénario optimiste. On a un second scénario qui consiste à dire il faut accepter un monde, une économie plus sobre, plus solidaire, et en modifiant notre niveau de vie et notre mode de vie. Le problème, c'est quel niveau faut-il accepter. Et puis il y a un troisième scénario qui consiste à dire de toute façon, on ne va pas réussir à mettre en cause le capitalisme, donc nous allons tous à la catastrophe. Et donc la question auquel nous avons à répondre, c'est de ces 3 scénarios, lequel vous semble non pas le plus préférable, mais du moins le plus probable, et comment on peut choisir un scénario favorable. Et donc c'est la question auquel Gilles va essayer de répondre.
Oui, c'est une question à $1 milliard. Si je résume ma pensée profonde sur ces 3 scénarios, pour moi, c'est le troisième. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien comment on pourra éviter, dans la situation actuelle, avec les forces qui sont dans le gouvernement actuel et les décisions qu'ils prennent, qu'on pourra éviter effectivement une catastrophe sous une forme quelconque. Je ne sais pas quelle forme elle pourra prendre. On en a eu un petit extrait avec le Covid. Le Covid, c'est quand même le résultat d'une disparition de la biodiversité qu'entraîne des zoonoses. Et on sait aussi que dans les schistes, le sol sibérien, qui est en train de dégeler, il y a des virus, dont celui de la grippe espagnole, par exemple, qui sont en sommeil, et dont certains, d'ailleurs, ont déjà fait surface. Il y a déjà eu des cas de contamination de virus qui ont été extraits du sol sibérien et qui ont commencé à contaminer des humains. Donc ça peut être sous cette forme-là, ça peut être sous d'autres formes, je n'en sais rien, je ne lis pas dans le marc de café, mais dans l'état actuel des choses, c'est ce scénario ce que j'appellerais le scénario Pearl Harbor. C'est-à-dire que Pearl Harbor a permis aux Américains de prendre conscience qu'ils ne pouvaient pas continuer à faire comme ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait en quelques mois? Ils ont transformé complètement la production industrielle en production d'armes. C'est-à-dire qu'ils ont créé des navires, des avions, etc. Et ils ont renversé complètement leur système de production pour répondre aux besoins de la guerre et finalement gagner la guerre, et avec les effets qu'on sait, la bombe atomique, etc. Ils ont mis les moyens. Bon. En quelques mois, ils ont fait ça. En quelques mois, ils ont décidé de changer d'une certaine façon de mode de production. Cet effort-là, il a été pour le produire, il a fallu Pearl Harbor. Pour produire le vaccin dans lequel, j'espère, vous êtes tous les utilisateurs, il a fallu le Covid. Les travaux sur le coronavirus, ils ont été interrompus dans les années 2000 par manque de subventions, alors qu'on savait très bien que c'était le type d'infection potentielle qui était devant nous. Les travaux scientifiques, il y a un chercheur français notamment qui était en pointe, il n'avait aucun crédit pendant des années. D'un seul coup, il y a le Covid, on a relancé la recherche et en quelques mois, on a trouvé un vaccin. C'est formidable, mais pour trouver ce vaccin, il ne faut pas s'en féliciter, comme le fait par exemple le rapport sur les grands défis économiques que le gouvernement a publié il y a peu de temps, en disant c'est formidable, le génie français ou le génie mondial, on a créé le vaccin. Oui, seulement pour créer le vaccin, il a fallu le Covid. C'est-à-dire que quand il y a la catastrophe, on est capable de réagir relativement vite. Malheureusement, il faut quand même une catastrophe pour que ça puisse arriver. Alors, pour l'instant, on peut encore réagir. Mais si la catastrophe prend des allures réellement catastrophiques, alors à un niveau que je ne peux pas pour l'instant imaginer, mais imaginez une pandémie mondiale bien plus puissante et mortelle que ne l'a été le Covid, eh bien, on réagira. C'est évident qu'on agira avec des pertes tout à fait potentielles, très importantes. Donc je ne pense pas du tout que dans l'état actuel des choses, on puisse imaginer que les gouvernements, avec les politiques qu'ils font, soient prêts à remettre en cause leur mode de vie. Alors, dans le bouquin, je rappelle un petit fait que Gaël Giraud avait mentionné. Il participait à un débat avec des financiers de haut niveau à Londres. Et il y avait 3 choses. Premièrement, ils étaient parfaitement informés de la situation. C'est-à-dire qu'ils savaient parfaitement qu'on allait dans le mur et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Deuxièmement, ils disaient on ne fera rien parce que faire quelque chose, c'est remettre de façon trop profonde notre business model et donc on va continuer comme avant. On va continuer à essayer de développer des produits financiers qui rapporteront et qui feront boule de neige, etc., etc. Troisièmement, si vraiment il y a un problème, les Chinois le feront. Parce que les Chinois et d'ailleurs ils commencent déjà à investir un petit peu, et ils seront capables, parce qu'ils ont un régime autoritaire, parce qu'ils peuvent prendre des mesures à une échelle humaine que les autres pays n'ont pas. 1,3 milliard d'habitants, ça fait une masse importante, donc ils le feront. Ça, c'est le scénario des financiers que Gaël Giraud avait rencontré à Londres. C'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir actuel, qui prennent des décisions effectives, qui ont des effets forts sur la politique économique. Alors, je vais m'arrêter là 2 secondes, mais un dernier mot pour rebondir sur ce qu'a dit Kathleen tout à l'heure. Les Romains, oui d'accord, sauf que les Romains, quand ils coupaient des forêts, les forêts elles se régénéraient parce qu'à l'échelle du temps géologique, ça s'est fait, enfin certaines se régénéraient, mais globalement, ils n'ont pas détruit la capacité de régénération globale de la Terre. Ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, par exemple, l'homme a toujours... c'est un prédateur et il a détruit la quasi-totalité des grands prédateurs. Sauf dans les fonds des mers. Les grands prédateurs marins étaient préservés.
Ils ne le sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la technologie permet maintenant à l'homme d'exploiter les fonds marins à une échelle telle que, effectivement, les grands mammifères marins sont largement menacés. Il n'y a plus de grands mammifères sur Terre qui ne sont pas menacés. C'était le cas encore des baleines il y a 50 ans, c'est plus le cas du tout maintenant. L'homme, effectivement, dans sa logique destructrice qui fait qu'on veut rechercher le profit à tout prix, parce que les baleines, pourquoi elles disparaissent? Parce qu'elles sont pêchées pour des raisons commerciales, parce que la langue est appréciée au Japon, parce que c'est des produits qui sont vendables sur un marché, et donc on élimine les baleines. Et donc, avec la technologie disponible aujourd'hui, l'homme, effectivement, et ce que disait Hélène, la même chose, on va coloniser Mars, on va exploiter des ressources sur Mars, sur la Lune, etc., toujours en allant plus en avant. Et évidemment, cette logique totalement rouleau compresseur qui ne se pose pas la question de pourquoi on fait ça, sinon pour continuer comme avant à produire de l'argent avec de l'argent, ne peut pas raisonnablement, on ne peut pas imaginer raisonnablement que ça va nous sortir de la situation actuelle. Ça ne peut que nous y enfoncer davantage. Donc, alors, dernier point, je reviens sur le rapport social. C'est une situation très particulière. Une minorité de gens possèdent des moyens de production et décident quoi produire. Et le reste n'a plus qu'à obéir. C'est quand même incroyable. La grande majorité, en fait, ne peut pas donner son mot. Le confinement nous a appris que quand cette grande majorité ne travaillait pas, eh bien, on ne produisait plus rien. Et on reposait sur des métiers qui n'étaient totalement déconsidérés jusqu'à présent. Qu'ont dit les patrons à ce moment-là? Ils ont dit vite, retournez au travail, abandonnez toutes ces mesures sanitaires qui nous embêtent complètement. Donc on a besoin des travailleurs. Ben, si on a besoin des travailleurs, il faut que les travailleurs aient leur mot à dire. Or pour l'instant, ils n'ont pas du tout leur mot à dire. Donc il faut que le contrôle dans les entreprises ne soit plus le fait d'une minorité, mais soit rendu à ceux qui produisent. Et ceux qui produisent, c'est l'immense majorité des gens. Et donc ça, c'est le début d'une transformation. Ce n'est pas une sortie du capitalisme au sens où on sort du capitalisme comme on sort d'une pièce. C'est évident qu'on ne sort pas du capitalisme comme ça et que ça prendra des siècles, des décennies pour sortir du capitalisme. J'espère pas des siècles, mais de toute façon, je ne le verrai malheureusement pas. Mais en l'occurrence, on ne sort pas du capitalisme d'un coup. C'est un processus et il est d'ailleurs déjà engagé, ce processus. D'une certaine façon, il y a des issues qui sont déjà prises pour sortir du capitalisme. Ce qu'il faut, c'est les accélérer. Et la prise de contrôle dans les entreprises, donc la lutte politique et syndicale, c'est une des façons de le faire. Donc pour moi, ce n'est pas être pessimiste, c'est dire qu'il y a des choses à faire. Mais s'imaginer que c'est une taxe carbone ou un marché de quotas ou une politique économique qui est prise par des gens qui aujourd'hui détruisent la sécurité sociale, suppriment le droit du travail, baissent les allocations chômage, qui vont faire ça, je pense que c'est croire au Père Noël. Bien, merci. Je rappelle donc aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions, soit sur le site printempsdelécho.fr, soit sur Twitter avec le hashtag Printemps de l'écho. Donc, Kathleen Schubert, quelle est votre position là-dessus? D'abord, il y a un point sur lequel je suis complètement d'accord avec Gilles, c'est que je pense que le vrai problème grave, c'est que l'économie pense se situer à l'extérieur du monde naturel, alors qu'en réalité, l'économie se situe dans la biosphère et que notre vrai problème, c'est qu'on attaque les capacités régénératives ou les capacités de support de la vie de la biosphère, de la nature. Ça, c'est le vrai problème. Je pense que le changement climatique, il y aurait peut-être moyen de s'en tirer, mais là, on touche à des questions plus fondamentales. Quant au changement climatique, pourquoi est-ce que je suis plus optimiste? C'est que quand on regarde les travaux économiques, on s'aperçoit que pour lutter contre le changement climatique, pour passer aux énergies renouvelables en particulier, donc pour abandonner le fossile, pour passer aux énergies renouvelables, etc., ça aura certes un coût assez important, mais pas si énorme que ça, qu'il faut mettre en regard d'un bénéfice énorme. C'est-à-dire que pourquoi on fait ça? On fait ça pour éviter des dommages, pour éviter que mes petits-enfants se prennent 4 degrés dans la figure, ce qui serait vraiment très très problématique. Donc on fait ça pour éviter de grands dommages à un coût certes élevé, mais pas insurmontable. Le problème, c'est comment on va partager ce coût. Et c'est là qu'il y a un problème vraiment très compliqué à résoudre. Donc il faut d'abord partager ce coût entre les pays. On voit mal comment les pays en développement pauvre pourraient payer quoi que ce soit de ce coût, parce que, 1, ils ne sont pas responsables du problème à la base, et 2, ils n'ont pas les capacités financières de le faire. Certains d'entre eux étant, malheureusement, étant en cours de route, devenus parmi les plus grands pollueurs du monde. Donc la Chine et l'Inde
maintenant sont extrêmement pollueurs, mais n'ont pas vraiment, au moins pour l'Inde, les capacités financières de payer leur part de ce coût. Donc ce coût, c'est plutôt à nous de le payer. Très très compliqué de partager le fardeau. On voit bien que les États-Unis, pendant très longtemps, ont refusé de payer quoi que ce soit de ce coût. Et même si on se met d'accord sur un partage au sein des pays, il y a après la question qui se pose évidemment, c'est la question du partage à l'intérieur des pays. Il est injuste de faire supporter aux gens les plus vulnérables ou les plus pauvres une part du coût qu'ils ne peuvent pas payer de toute façon. Ça ne sert à rien, en d'autres termes, de les inciter à changer de comportement s'ils sont contraints, s'ils n'ont pas ni les moyens financiers, ni les moyens techniques de le faire. Donc, il y a un gros problème de distribution du coût de ce changement pour parvenir à lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, je crois que les gouvernements qui ont essayé de mettre en place des politiques économiques vaguement, comme des taxes carbone, etc., n'avaient pas pris la mesure de ça. En France, c'est clair, avec la taxe carbone, les gilets jaunes, bon, clairement, les gouvernements n'avaient pas pensé en ces termes, ou alors, s'ils l'avaient fait, avaient mal raisonné, quoi. Bon. Donc, je crois que pour un économiste, pour moi, enfin, je pense que une question vraiment importante maintenant, très intéressante, très importante, c'est de comprendre comment faire que cette transition soit pensée de façon juste, disons, et comment la mettre en place concrètement en mettant en place des instruments que les gens accepteront. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que, comme j'ai dit au début, les réticences sont énormes. Les réticences du côté de l'industrie, les réticences du côté des agents, chacun voulant que ce soit plutôt l'autre qui paye. C'est pas du tout facile, mais je ne suis pas pessimiste. Je ne pense pas que c'est impossible. Voilà. Mais il faut penser ça d'une façon juste à la base. Voilà. Il me semble qu'il y a deux problèmes un peu différents, enfin deux questions un peu différentes. Celle du contenu du modèle économique que nous allons promouvoir. Donc, est-ce qu'on va vers une sortie du capitalisme ou au contraire, est-ce qu'on reste dans les mêmes structures? Et la question n'est que de voir qui va porter le coup. Et effectivement, ensuite, la deuxième question, c'est celle du coût et de la répartition du coût. Mais il me semble que ce sont deux problèmes liés, évidemment, mais pas exactement de même nature. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas de réflexion vraiment approfondie sur le contenu du modèle économique, sur le choix des technologies. C'est jamais débattu, c'est toujours c'est choisi. Il n'y a jamais de débat collectif autour de ces choses-là. Cette fameuse convergence NBIC dont je vous parlais, qui sous-tend quand même tous les projets de développement de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, etc. Ça n'a jamais été présenté aux citoyens en leur demandant est-ce qu'un avenir plus ou moins transhumaniste, ça les tentait, etc. Donc il y a quand même un manque de débat démocratique autour de ça. Et moi, il me semble que sur le fond, la seule alternative, c'est un modèle radicalement plus sobre. Évidemment, c'est pas du tout évident d'y arriver. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment. Mais j'essaye de garder de l'optimisme et de ne pas me laisser complètement submerger par le pessimisme. D'abord, pour suivre le conseil la petite phrase de Gramsci qui disait le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la raison. Donc le pessimisme de la raison, de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, l'optimisme de la volonté. Donc j'essaye de manière volontaire d'être optimiste, mais ça veut dire qu'il faut changer radicalement des choses et ça veut dire que le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités, ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Et ensuite, au niveau des problèmes de répartition qu'évoquait Kathleen, je pense qu'il n'y a rien qu'une bonne réforme fiscale de fond en comble ne pourrait accomplir. On pourrait tout à fait mettre un prix au carbone, effectivement, et puis ensuite contrebalancer les effets négatifs d'un prix élevé du carbone pour les classes populaires ou moyennes par une redistribution fiscale beaucoup plus dans un sens complètement différent de celle qui est faite aujourd'hui. Donc les armes de politique économique, de ce point de vue-là, on les aurait. Ce qui, encore une fois, me pose
m'inquiète plus, c'est le contenu profond du modèle qu'on est en train de promouvoir. Voilà. Ok. Peut-on prendre des questions dans la salle? D'abord, y a-t-il des questions dans la salle? Peut-on les prendre? C'est une deuxième question. C'est pas grave. Bonjour, merci pour cet intéressant débat sur une question existentielle, il me semble, pour l'humanité. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les organismes internationaux, alors tels que l'ONU aujourd'hui ou les autres organismes multilatéraux, peuvent être d'un secours pour résoudre une problématique quasiment ou carrément mondiale? Elle dépasse les nations. Donc, pour une histoire d'abord de décision, et deuxièmement, pour l'histoire de coût, pour donc la prise en charge du coût. Merci. Alors, sur la première question, bon, c'est aussi un serpent de mer. C'est un problème global, donc il faut une institution globale. Il y a un bon exemple d'institution globale qui s'est mis en place depuis maintenant pas mal d'années, c'est les COP, dont la 26e va avoir lieu dans pas longtemps. C'est une institution internationale qui prend de l'importance dans la mesure où les chefs d'État, depuis Copenhague, y participent de leur propre personne, alors qu'avant ils déléguaient davantage. Donc ils s'engagent, entre guillemets, un petit peu plus personnellement. Mais le plus important pour les COP, c'est le numéro qui compte, c'est 26. C'est-à-dire que ça fait 26 réunions qu'on fait depuis 30 ans pour aboutir à une hausse globale des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que ça n'a strictement aucun effet. Donc c'est clairement pas suffisant. Alors est-ce qu'on peut imaginer une institution internationale qui ait un pouvoir réel de modifier les choses? Pour ça, il faut forcément des délégations de souveraineté. Il faut accepter qu'une institution est un pouvoir délégué par l'ensemble des États qui lui donne le droit, ne serait-ce par exemple que de mesurer les émissions. Mesurer les émissions, ça suppose un réseau de satellites, ça suppose des moyens, ça suppose des contrôleurs, des analystes, etc. Ça suppose donc toute une structure qu'il faut financer aussi et que pour l'instant n'est pas suffisant, n'est pas existant au niveau nécessaire. Donc sur ce plan-là, c'est clair que les États ne le font pas. Et même le refusent. Il n'y a pas un État qui s'engagerait aujourd'hui à avoir le contrôle d'une institution extérieure qui lui dirait « vous avez dépassé votre quota, vous devez payer quelque chose, abandonner telle filière, etc. etc. » C'est même l'inverse qui se produit. Regardez l'état du monde aujourd'hui par rapport à 89, par exemple, avant la disparition du bloc de l'Est. On est passé je ne sais plus les chiffres, mais on a augmenté le nombre de pays par plusieurs dizaines. C'est-à-dire que le monde est beaucoup plus morcelé qu'avant. Et ces nouveaux pays qui sont apparus ont évidemment une soif de souveraineté tout à fait importante et légitime d'une certaine façon, puisqu'ils ont subi pendant des années des contraintes qu'ils n'avaient pas nécessairement voulu. Et donc ils ont évidemment la volonté de développer cette souveraineté dans la plus large mesure possible. Donc lâcher une part de cette souveraineté pour des motifs, prenez les pays, tous les pays satellites de l'URSS qui ont des ressources en charbon par exemple, pour l'instant ils veulent les utiliser, donc ils ne se sont pas développés pendant des années, ils se disent pourquoi c'est notre tour. Donc imaginez qu'ils vont laisser une part de cette souveraineté à une institution internationale, quelle qu'elle soit, qui a un pouvoir de contrainte, me paraît aujourd'hui peu probable. Donc, je ne crois pas que la solution d'institution soit une solution à court terme qui soit utilisable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des tentatives, ça ne veut pas dire que les COP servent totalement à rien, que ce ne soit pas des moments de débat où les problèmes sont rendus publics et donc qui permettent des prises de conscience et peut-être des mouvements de masse, etc. Peut-être que Greta Thunberg et d'autres, les grèves du climat sont un effet aussi de la prise de conscience peut-être que l'affaire du siècle, l'État qui a été condamné en France il n'y a pas très longtemps pour inaction climatique, tout ça c'est des effets à mon avis intéressants mais qui sont clairement pas suffisants, qui sont peut-être nécessaires mais qui sont clairement pas suffisants pour enclencher réellement une transition rapide.
Alors pour la deuxième question, sur les coûts, je partage ce qu'a dit Hélène. C'est une question, on a les moyens de le faire, clairement. C'est pas un problème. Le problème, c'est la volonté politique de ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont aucune envie de le faire. Aujourd'hui, hier a été publié un rapport tout à fait intéressant en France, le 3e rapport d'évolution des effets de la loi sur la transformation de l'ISF en IFI et sur la flat tax sur le capital. Dans un comité composé d'économistes tout à fait bien disposés et en évitant des syndicats pas trop contestataires, le rapport aboutit à aucun effet. Strictement aucun effet. S'il y a un effet très mesurable, c'est que les dividendes qui ont été distribués depuis 4 ans aux ménages les plus aisés ont bondi de façon formidable. C'est-à-dire qu'on est passé de 9 milliards à 21 milliards de dividendes versés aux ménages les plus riches. 0,1% des ménages ont à eux seuls 1 million de dividendes par ménage. Donc, il y a des effets, les politiques fiscales vont totalement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Alors après, on peut dire qu'il faut être juste, il faut partager les efforts. Bah oui, partageons les efforts. Piquons tous les dividendes à ceux qui, pour l'instant, font élever des visons dans des conditions immondes pour pouvoir se payer des manteaux de luxe. Bon. Il y a des moyens, effectivement, de transformer radicalement les choses si on a la volonté politique. Mais les dirigeants actuels ne le veulent pas. Alors comment on va les obliger ? Bon, merci. Nous avons donc des questions des Internet. Donc la première, ça consiste... est-ce que c'est vraiment une question de coût? Est-ce qu'on a les ressources techniques, effectivement, pour réussir le défi de passer en 2050 à une économie complètement décarbonée avec une émission nulle, nette nulle en matière de CO2? A-t-on les moyens techniques? La connaissance technique. La connaissance technique. Oui, je pense que techniquement, on peut le faire. On a encore des problèmes à résoudre, hein, mais rien n'est insurmontable. On a beaucoup développé les énergies renouvelables. Leurs coûts ont beaucoup baissé. Elles ont encore quand même un petit défaut qui est qu'elles sont intermittentes, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, le panneau solaire ne produit pas. Ça veut dire que du point de vue technique, il nous reste quand même à faire des gros efforts en matière de stockage, de batteries par exemple, pour pallier ces problèmes d'intermittence. Mais il n'y a pas de raison de supposer que ça, on ne va pas y arriver. Donc je ne pense pas que l'obstacle soit technique. En fait, je pense vraiment que l'obstacle, c'est davantage le fait que qu'est-ce qui va susciter ces progrès techniques? Est-ce qu'ils vont tomber du ciel? Est-ce qu'ils vont arriver spontanément? Et ça, je ne pense pas. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que disait Gilles. S'il n'est pas profitable d'investir dans ce type de recherche, de technologie, on ne va pas le faire spontanément. Donc il faut donner un business model à ça. Et pour ça, il faut une politique économique qui est appropriée. Donc je ne pense pas qu'il y ait des obstacles techniques, mais simplement la technologie ne va pas s'orienter dans cette direction par magie ou spontanément. Voilà. Hélène, est-ce que vous croyez à cette réponse, disons, technologique? Non, comme je vous ai dit, moi, si, il y a évidemment des progrès techniques qui vont nous permettre d'avoir des énergies plus décarbonées. Il faut faire attention de ne pas focaliser que sur le problème du carbone et du changement climatique, parce qu'il y a aussi toutes les atteintes à la biodiversité, la pollution. Par exemple, toutes ces technologies d'énergie renouvelable sont extrêmement gourmandes en terres rares et donc conduisent à des exploitations minières qui ont des effets sociaux et environnementaux catastrophiques dans plusieurs régions du monde, en particulier en Chine. Donc c'est pas la panacée. Et puis de toute façon, si les projections qui sont faites montrent que ces énergies ne permettront jamais de maintenir le niveau de consommation énergétique auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Donc on est de toute façon obligé, me semble-t-il, de considérer un changement de mode de vie, surtout au nord. Je ne demande pas aux pays du Sud qui vivent sous le seuil de pauvreté de devenir encore plus pauvres, évidemment, ni dans les pays du Nord, les gens qui n'ont rien, d'avoir encore moins. Mais il faut savoir que les 10% les plus riches dans le monde émettent 50% des gaz à effet de serre, alors que les 50% les plus pauvres émettent 10% des gaz à effet de serre. Donc la classe aisée
du nord comme au sud, mais plutôt au nord évidemment, en tout cas les plus nombreuses, doit changer de mode de vie, doit arrêter de prendre l'avion pour n'importe quoi, doit réfléchir fondamentalement à sa consommation énergétique, à ses besoins. Nous devons arrêter un certain nombre de choses dont nous avons pris l'habitude et qui sont des choses néfastes, comme manger des fruits et des légumes hors saison qui viennent de l'autre bout du monde parce qu'il faut absolument avoir des fraises au mois de février ou des bêtises comme ça. Je veux dire, il y a quand même toute une série de choses sur lesquelles nous pouvons agir, nous aussi, individuellement, en réfléchissant à nos modes de consommation, parce qu'il faut réduire la voilure. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, c'est complémentaire avec la recherche d'énergie renouvelable, de solutions techniques. Les solutions techniques ne nous permettront pas de continuer comme on va aujourd'hui. Ça ne suffira pas. Alors nous avons Bertrand qui nous dit « Incriminer le capitalisme n'est-il pas une facilité intellectuelle pour éviter de décrire précisément les règles du jeu économique qui devraient être instaurées ?» Alors, je suis toujours épaté quand on utilise le conditionnel ou l'impératif pour parler de ces questions-là. Faut d'abord faire un diagnostic. Si on veut changer quelque chose, il faut savoir quelles sont les causes qui produisent les choses que l'on veut changer. Donc, parler au conditionnel en parlant d'un modèle économique qui devrait exister pour, c'est déjà sauter la marche du diagnostic. Le modèle économique qui n'est pas le capitalisme, il se construira avec les gens sur Terre dans les conditions historiques qui sont les leurs. Et d'ailleurs, à mon avis, puisque je parle de ça, où les femmes vont jouer, à mon avis, un rôle essentiel. On est en train de vivre un moment tout à fait fondamental où, du fait que les femmes sont rentrées dans le monde du travail, elles transforment complètement notamment la dimension égalitaire, leur volonté de devenir égale par rapport à tout un tas de critères qui n'étaient pas le cas il y a 100 ans ou 50 ans, fait que c'est pas un hasard si elles prennent un poids de plus en plus important dans les luttes d'une manière générale. Et que Greta Thunberg soit une femme n'est pas un hasard à mon avis. Mais donc, imaginer un modèle en disant voilà quelles devraient être les règles, on peut imaginer ce qu'on veut, hein. Il ne suffit pas de le dire, quoi. C'est trop simple de demander à l'impératif ou au conditionnel en déclinant ce qui serait nécessaire de faire pour. Il faut partir de l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que pour l'instant, les gaz à effet de serre augmentent. Et je signale entre parenthèses que 2050, c'est beaucoup trop loin. Au niveau actuel, si on en croit les analyses du GIEC, il ne faudrait pas qu'on dépasse 880 gigatonnes de tonnes de carbone dans l'atmosphère, enfin de carbone équivalent carbone, dans l'atmosphère, pour pouvoir être à peu près à 50% la probabilité de ne pas dépasser les 1,5 degrés qui était l'objectif a priori visé. Bon. Au rythme actuel, on y est en 2030. C'est-à-dire dans 9 ans, on aura épuisé le budget carbone qui fera que c'est râpé complètement. Donc 2050, 20 ans après, si on n'a toujours pas infléchi comme on est en train de le faire, on peut imaginer qu'on sera largement au-dessus et que les 4 degrés dont parle Kathleen sont largement dans ligne de mire. Alors, par rapport à ça, rapportez-vous, il y a simplement 15 ans, on parlait des générations futures. On disait les générations futures sont concernées, etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les générations futures, c'était nous et nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire qu'elles sont déjà là. Les générations futures sont sur Terre. Donc c'est plus une question de dans 150 ans on verra et on va s'adapter grâce à la technologie, grâce aux efforts qu'on va faire, grâce à nos modes de vie qui vont être modifiés miraculeusement, etc., etc. Non, on est en train de vivre cette transformation. Et donc c'est de l'urgence absolue dans laquelle on est. C'est pas du tout on a 20 ans pour se retourner. Les technologies, elles existent aujourd'hui et elles vont pas être inventées miraculeusement. Bien sûr qu'il y en aura qui seront bien plus efficaces et qui seront une solution. Mais la technologie, ça a toujours créé des nouveaux problèmes qui n'avaient jamais été anticipés. C'est ce qu'on appelle un pharmacon. C'est à la fois un remède et un poison. C'est un remède à certaines choses et puis en fait on s'aperçoit après que sur d'autres plans, ça traduit des choses tout à fait négatives. Prenons par exemple le portable. Le portable, c'est une invention géniale, mais regardez à quel point ça transforme les rapports sociaux d'une manière tout à fait désastreuse.
que les gens ne se parlent plus dans les familles, qu'à table, on ne peut pas discuter sans qu'il y en ait 3 qui sortent leur portable pour vérifier si vous n'avez pas en train dit une bêtise. Bref, que les rapports sociaux se sont transformés en quelques années. En moins de 5-6 ans, les rapports sociaux ont fondamentalement changé. Et on a vu combien c'était important pendant le confinement que des rapports sociaux riches et conviviaux puissent s'établir. Et combien les gens souffraient de ne pas avoir ces rapports sociaux. Or, le portable, au contraire, les transforme dans le mauvais sens. Donc, c'est une technologie très utile qui fait des choses très bien, super. Entre parenthèses, Internet, c'est dans très peu de temps 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, ça explose de façon considérable. Et il y a la moitié des gens qui ne sont pas connectés. Donc, on peut imaginer quand il y en aura 7 milliards, qu'est-ce que ça va faire. Donc, il ne faut pas rêver, la technologie permet de produire des choses super, mais a aussi des conséquences terribles. Et tant que, je suis d'accord avec Hélène, on ne discute pas de ce qu'on produit et pourquoi on le produit, eh bien, on continuera à faire n'importe quoi. Et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, nous avons encore 2 questions. Et je vais demander aux 3 intervenants d'y répondre et en même temps de conclure. Donc, la première question qui vient de Axel, ça consiste à dire que peuvent faire les citoyens ? Faut-il compter sur l'action politique ou faut-il au contraire compter sur des actions au niveau de la vie quotidienne et des actions bottom-up ? Question de Axel. Et on a une question de Marion qui nous dit « Il y a un mot que vous n'avez pas osé prononcer, c'est le mot décroissance. Sommes-nous condamnés à la décroissance ?» Donc il faut répondre et conclure à ces 2 questions. Kathleen. Sur la première question, je pense que tout est bon, y compris les actions individuelles, les petits gestes, ce qu'on appelle les petits gestes. Donc, arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre l'avion, prendre le vélo sur les distances courtes, acheter moins de vêtements, acheter moins d'électronique et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait faire partie de la solution, mais qui ne peut pas du tout être une solution générale au problème. Donc les travaux qui existent là-dessus montrent que même si on devient individuellement totalement héroïque, sur le plan personnel, ça va peut-être baisser notre empreinte carbone d'un quart maximum. Et ça ne répond pas à la question de qu'est-ce qui va nous pousser à faire tout ça. Donc quelle norme sociale, quelle politique. Donc je pense que la vraie réponse, c'est quand même une réponse politique. C'est le gouvernement qui doit impulser une politique économique puissante. Ce qui ne veut pas dire que les gens comme les ONG ou les lanceurs d'alerte ou Greta Thunberg ou quoi n'ont pas leur utilité pour changer les normes sociales, faire que les gens changent de façon de consommer, etc. Sur la deuxième question, la décroissance, je crois que c'est quelque chose qui dans les pays en développement, c'est juste inaudible. Et dans les pays développés, ça manque totalement de support social. Les gens ne veulent pas ça. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on va y être contraint à un moment parce qu'on aura atteint les limites planétaires, etc. Pour moi, ce qui est plus intéressant à se poser comme question, c'est la question de la sobriété, disons, c'est d'essayer d'avoir des modes de vie plus sobres, sans se priver, c'est-à-dire sans avoir des pertes de bien-être, disons, mais en transformant la façon dont on produit notre bien-être, en consommant peut-être moins de biens matériels, mais en bénéficiant de plus de nature ou d'un meilleur climat ou plus de biens publics en général. Je crois que c'est plutôt ça la question intéressante. C'est-à-dire que la croissance mesurée par le PIB, ça ne peut pas être la réponse ultime à la question du bien-être. Donc ça, oui, je pense qu'on peut viser à ça, transformer la composition des déterminants de notre bien-être. Voilà. Hélène, vous avez 3 minutes pour conclure. Alors sur la première question, que peut-on faire ? Effectivement, tout est bon, je suis bien d'accord. Tout ce qu'on peut faire est bon. Je pense qu'il faut que les citoyens fassent pression sur leurs gouvernants. Clairement. Comment les modalités d'action publique aujourd'hui sont assez diminuées, malheureusement, mais elles sont fondamentales. Je sais pas, il faut aller militer dans des associations qui font des actions, changer, réfléchir soi-même à son comportement de consommation, mais ça suffit pas. Mais c'est important aussi, ce que disait Serge Latouche, un des
théoriciens de la décroissance initiaux parlaient de décoloniser nos imaginaires. Et je trouve que c'est un joli mot. Il faut apprendre à réfléchir autrement et à ne plus mettre tout notre bien-être dans la consommation d'objets matériels. Parce qu'effectivement, on n'a plus de quoi produire autant d'objets matériels. Et ça me fait le lien avec la deuxième question. Condamner à la décroissance, moi je verrais ça d'une manière plus optimiste, là encore. Pas comme une condamnation, mais comme un autre mode de vie qui peut être plus agréable. Il faut arriver à construire cette société. Et évidemment, j'ai pas toutes les réponses et toutes les clés, mais je peux imaginer un certain nombre de choses où on se partagerait plus le travail, où il y aurait moins de machines pour faire le travail des êtres humains, et donc il y aurait moins de chômage aussi, et il y aurait plus de partage du travail, avec une idée d'une relocalisation, de refaire les choses à une échelle plus petite, ce qui veut dire qu'au niveau du travail, on récupère aussi de l'autonomie, parce qu'on n'est plus perdu dans une division du travail international qui est devenue monstrueuse et qui pose de gros problèmes, on l'a vu encore récemment. Donc on peut imaginer un mode de vie qui soit assez plaisant, mais qui soit moins axé sur la consommation à outrance, l'ostentation, les marques, le luxe et tout ça. C'est sûr que ça va demander des changements. Mais est-ce que c'est une condamnation ? Personnellement, je le trouve pas. Mais bon, effectivement, ça dépend des goûts. Gilles, il vous reste 2 minutes. Oui, alors sur le premier point, oui, tout est bon, effectivement, et c'est clair que c'est insuffisant. Donc, les gestes individuels, oui, il faut les faire au maximum. En même temps, tout le monde a ses contradictions, et évidemment que c'est pas toujours facile à faire, mais c'est pas de l'agrégation de ces petits gestes individuels qu'il faut attendre la solution, parce que, encore une fois, c'est pas là la cause fondamentale. Et d'ailleurs, c'est une des dérives, une des astuces des choses, de culpabiliser les individus. Quand on dit c'est l'homme qui, c'est l'espèce humaine qui, ou quand on parle d'anthropocène, c'est faire porter sur les individus la responsabilité de la situation. Mais les individus sont souvent... Spinoza disait les hommes se croient libres parce qu'ils ne connaissent pas les causes qui les font agir comme ils le font. Et effectivement, il faut d'abord réfléchir sur quelles sont les causes qui nous font agir comme on le fait. Et quand on a compris des choses sur ces causes-là, on peut modifier nos comportements d'une façon un peu plus efficace que simplement de parler de petits gestes. Donc oui, il faut faire des petits gestes, mais je pense que d'abord, il faut lutter. Et c'est pas en faisant seulement les petits gestes qu'on arrivera à quelque chose. Alors, sur le deuxième point, pour moi, c'est une mauvaise question, parce que mon problème, c'est pas la croissance ou la décroissance. Évidemment qu'il faut qu'il y ait des choses qui décroissent. On produit des voitures qui servent absolument à rien, qui consomment énormément de la matière, etc., qui consomment de l'essence. On construit des armes à plus savoir que faire. On paye des traders pour faire des choses immondes. On fait des centres de contrôle pour pouvoir gagner quelques microsecondes sur des échanges financiers qui consomment une énergie folle. Toutes ces choses-là, il faut évidemment que ça disparaisse, que l'industrie du luxe elle soit plus que limitée à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc ça doit décroître, évidemment. Maintenant, qu'il faille plus d'éducation, qu'il faille plus de systèmes de santé qui fonctionnent, qu'il faille que les rapports humains dans les individus et qu'ils aient les moyens de les vivre avec moins de temps contraint, par exemple, ça me paraît tout à fait fondamental. Donc, il y a des choses qui doivent croître et il y a des choses qui doivent décroître. Qu'à la fin, le PIB augmente ou baisse, j'en ai strictement rien à faire. S'il augmente, ça voudra dire qu'on avait super mal mesuré les choses. D'ailleurs, il faudrait évidemment modifier la façon dont on calcule le PIB si on prenait en compte la totalité de ce qu'il faudrait prendre. Mais en l'occurrence, s'il décroît, c'est pas grave si on vit mieux. Et je pense qu'on vivra beaucoup mieux si on travaille moins dans des industries polluantes, en produisant des choses inutiles ou en se faisant berner par des publicitaires qui vivent sur un pied qu'on n'imagine pas. Je pense qu'on vivra beaucoup mieux, effectivement. Donc c'est pas une question de croissance ou de décroissance. C'est une question de contenu de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme. Et ça, il faut en discuter collectivement, évidemment. Il n'y a aucune raison que ce soit des individus minoritaires qui prennent la décision de dire qu'est-ce qu'on va consommer et qu'est-ce qu'on va produire. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ça, il faut le remettre en cause. Et on peut le remettre en cause parce que c'est nous qui les produisons. Bien, il me reste à remercier les 3 intervenants. J'espère que cette session vous a intéressé, qu'elle vous a montré à la fois les difficultés de la situation, le fait qu'effectivement
On est devant la nécessité d'un tournant qu'il faut absolument prendre, qu'il est difficile à prendre à la fois pour des raisons politiques, si on peut dire, les stratégies, les objectifs des classes dirigeantes, et d'autre part pour des raisons techniques, et qu'il faut inventer une nouvelle manière de produire et de vivre. J'espère qu'on vous a montré que, en tant que citoyen, il y a des choses à faire, il y a des combats à mener. Voilà, je vous signale que les économistes atterrés publient dans 15 jours un ouvrage qui s'appelle « De quoi avons-nous besoin ?», dans lequel vous retrouverez un certain nombre de thèmes qui ont été évoqués durant cette session, en particulier justement la question quels sont les besoins dont nous pouvons nous passer et ceux qu'il faut absolument étendre à l'humanité. Et donc, je vous remercie d'avoir été aussi attentifs.